Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce deuxième webinaire 2023 de l'Institut de la comptabilité de l'immatériel, ICI, qui porte aujourd'hui sur les enjeux de la CSRD et du reporting de durabilité, donc animé par des membres de l'ICI qui représentent Goodwill Management et Applitech. Donc, l'ICI, l'Institut de la comptabilité de l'immatériel, c'est une association qui a été créée un peu de temps avant la Covid, en fait, à l'initiative de professionnels qui ont une grande pratique des actifs immatériels, ainsi que de leur évaluation et l'évaluation qualitative et quantitative. La vocation initiale de l'association était d'assurer auprès de tout public la reconnaissance des actions immatérielles des entités, des entreprises, des personnes. On était vraiment centré sur ces sujets-là, et tant sur le plan économique, juridique et comptable que dans leurs aspects financiers. Il s'appuyait notamment sur un document qui est disponible sur le site de l'ICI, qui est le Thésaurus des actifs immatériels. Donc, notre volonté première était de mettre au point et de diffuser des outils de mesure de la valeur immatérielle, mais à travailler sur ces actifs immatériels, on a identifié effectivement une porosité grandissante entre la démarche de valorisation de l'immatériel et la démarche de valorisation, mais en sens non pas financière, mais vraiment valeur ajoutée à l'ensemble des entreprises sur toute leur démarche RSE. Donc, de façon tout à fait naturelle, nos actifs immatériels se sont étendus à tous les sujets de l'ESG et bien évidemment au sujet de la CSRD, qui est l'aspect réglementaire de la diffusion des informations extra-financières. On aborde aussi les sujets de la triple comptabilité, de la comptabilité étendue, qui a fait l'objet d'un webinaire au mois d'avril, animé par Alan Fustek. En tout état de cause, au sein de l'ICI, nous avons décidé, parmi les groupes de travail, de créer un groupe de travail ESG. Ce groupe, en fait, avait véritablement vocation de prolonger vraiment toute cette réglementation CSRD, aussi bien sur les entreprises initialement éligibles, c'est-à-dire les grandes entreprises, mais être force de proposition pour décliner ces informations extra-financières au sein d'entreprises de moindre taille qui ne sont pas réglementairement éligibles, mais de toute façon, leur partie prenante, à un moment donné, leur demandera d'entrer dans cette philosophie de diffusion de leur information extra-financière. Donc, pour ces raisons, vous aurez ce webinaire de sensibilisation. C'est vraiment de l'information, de la sensibilisation ce matin, donc animé par 3 personnes. Moi-même, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Je suis aussi certifiée en évaluation d'entreprise et je baigne dans l'immatériel depuis la création de l'ICI et même nettement avant la création de l'ICI. Donc, j'ai suivi Alan Fustek dans ses projets sur l'immatériel. Antoine. Super. Merci Maude. Donc moi Antoine Mahen, donc je suis associé au sein d'Applytech, donc avec Maude. Donc, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et voilà, je suis assez sensibilisé et impliqué dans ces sujets de communication liés à la CSRD et à la durabilité qu'on développe au sein de notre cabinet. Donc voilà, j'aurai plaisir à intervenir au cours de cette matinée sur ces sujets. Elga, je vous laisse vous présenter. Merci. Et donc, Elga Salé, mais je travaille au sein de Goodwill Management, qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux de durabilité et de responsabilité sociétale de toutes les structures. Et au sein de ce cabinet, je travaille plus particulièrement sur les enjeux du reporting de durabilité et de reporting RSE. Et j'ai beaucoup travaillé sur la CSRD et la taxonomie notamment. Donc, je suis ravie de pouvoir en parler avec vous ce matin. Et peut-être pour commencer, ce dont on avait envie de parler avec Maude et avec Antoine, c'est un rapide rappel des enjeux et des termes qu'on va utiliser. Puisqu'on va assez vite aller sur des sujets un petit peu techniques, on peut avoir tendance à avoir
un vocabulaire un peu jargonneux et à ne plus savoir exactement de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on a différents termes. Pour nous, il y a 3 termes principaux qui vont faire référence au sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ces 3 termes, c'est le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises ou la RSE et l'ESG pour environnement, social, gouvernance. Ce sont 3 termes qui vont vraiment désigner des concepts assez liés, mais qui vont aller chercher des périmètres distincts. Quand on parle de développement durable, on a souvent en tête la vision assez classique des 3 piliers du développement durable, le pilier environnement, société et économie, et l'intersection de ces 3 piliers qui nous donne le développement considéré comme durable ou soutenable. Le développement durable, c'est un concept qui va vraiment mobiliser à l'échelle de la société, un concept qui est utilisé notamment par les États. Et la déclinaison à l'échelle des entreprises de ce concept-là, ou la mise en œuvre du développement durable par les entreprises, c'est souvent désigné par le concept de RSE, pour responsabilité sociétale des entreprises. Les sujets qui sont couverts par la RSE, vous les avez un petit peu ici. Ici, on a les 7 questions centrales de la norme internationale de référence sur la RSE. Et vous voyez qu'on va couvrir des sujets qui sont un petit peu plus précis, un peu plus opérationnels pour les entreprises, comme l'organisation, la gouvernance, les relations, les conditions de travail, les questions relatives aux consommateurs, par exemple. Et si on va encore un petit peu plus loin, on resserre un petit peu plus l'échelle, on arrive sur la question du reporting des entreprises, du reporting corporate, qu'on va désigner quand on parle de ces sujets-là sous le terme de reporting ESG ou reporting de durabilité. Et donc, quand on parle de reporting ESG, on va couvrir les sujets environnementaux, pollution des sols, utilisation des ressources en eau, économie circulaire, émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Les sujets liés au social, aussi bien les sujets liés aux travailleurs au sein de l'entreprise, diversité, égalité des chances, le dialogue social, que les sujets qui peuvent être liés à la chaîne de valeur. Les fournisseurs quand on est sur la chaîne de valeur amont et les consommateurs quand on est sur la chaîne de valeur plutôt aval. Et enfin, le pilier gouvernance, on va plutôt regarder les enjeux notamment de lutte contre la corruption, de composition des organes de gouvernance, etc. Voilà pour ce petit rappel, cette petite mise en contexte pour qu'on puisse être sûr de tous parler de la même chose et d'utiliser les mêmes termes. Merci Elga. Écoutez, avant de poursuivre sur des choses un petit peu plus techniques, l'idée aussi c'était de faire un petit point parce qu'on entend beaucoup de choses sur les ESG, il y a eu beaucoup de notions, de critères, et voilà, ce slide c'était un peu pour rappeler la nécessité de réguler tout ça par un législateur européen. Parce que bon, on a tous entendu parler récemment de scandales liés aux notions de ESG, avec le plus important, je pense, récemment avec Orpea, voilà, qui était bâti sur des notions de ESG. Donc dedans, il y avait des notations par des agences indépendantes où chacun s'est un petit peu refilé la patate chaude en disant oui, mais finalement, on n'avait pas dit ça. Donc il y a beaucoup de notions de ESG recensées actuellement, donc plus d'une centaine. 91% estiment qu'il existe des biais significatifs dans les notations. Et par exemple, dans les 593 fonds d'investissement ESG, il y en a 421 qui avaient des portfolios d'investissement non alignés avec l'accord de Paris. Donc, je vous laisse faire le calcul rapidement, on est quand même dans une grande majorité. Donc voilà, il y a besoin d'avoir un cadre dans ce sujet pour que tout le monde puisse travailler avec les mêmes règles de contrôle, et du coup avec des règles de communication qui permettent d'avoir des gages de qualité sur les données qui soient publiées. Donc tout ça s'inscrit dans les objectifs ambitieux du Green Deal de 2019, qui est à horizon de 2030 de baisser de 55% les émissions nettes de GES par rapport à celles de 90. Et pour cela, il y a un budget quand même significatif qui a été qui est envisagé de 260 milliards par an. Donc investissement nécessaire en Union européenne pour répondre à cet objectif. Donc voilà, ça c'était un slide avec un peu plus de hauteur pour rappeler qu'il est important d'encadrer les notions d'ESG.
Alors, cet encadrement, donc, on va vous présenter la réglementation prévue par l'Europe. Alors, à titre liminaire, c'est la réglementation aujourd'hui, les normes concernent le reporting extra-financier, c'est-à-dire la façon effectivement dont on va discloser, excusez-moi, reporter toutes ces informations extra-financières. Il n'existe pas à ce jour de normes relatives à la notation ESG. Donc, on n'est qu'au premier stade de la réglementation. Et on ne sait pas si, à un moment donné, il y aura une définition des normes relatives à la notation. Aujourd'hui, il y a autant de notations que de bases de données ESG. En tout état de cause, pour s'inscrire dans ce cadre réglementaire, donc, le cadre réglementaire, initialement, vise les grandes entreprises et les entreprises cotées européennes qui doivent agir dans le cadre de la CS, ce que l'on appelle la CS3D, la Corporate Sustainability Due Diligence, c'est-à-dire qu'elles ont un devoir de vigilance à l'égard des politiques ESG dans leur entreprise. Et elles s'inscrivent dans le cadre de cette fameuse directive CSRD, qui succède à une précédente directive qui s'appelle la TCFD, qui est donc une directive relative véritablement aux informations à publier. Elle est destinée, bien évidemment, cette directive et ces informations sont destinées aux acteurs des marchés financiers, les conseillers financiers, mais aussi aux autres utilisateurs finaux. Si vous voulez avoir, vous, une attitude, je vais dire, durable, eh ben, les informations extra-financières publiées vous permettront éventuellement de sélectionner les entreprises avec lesquelles vous souhaitez plus particulièrement travailler. Cette CSRD, on a l'habitude de dire qu'elle concerne les entreprises corporate, c'est-à-dire des entreprises qui ont une exploitation, je vais dire, commerciale. Les entreprises purement financières, donc qui interviennent notamment dans le capital investissement, elles sont concernées par la SFDR, qui est la Sustainability Finance Disclosure Regulation, où effectivement, là, elles ont d'autres exigences de reporting à suivre et des ratios à suivre, et même, je vais dire, des cantonnements d'investissement à respecter. Ces deux directives, de toute façon, s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus général de la taxonomie verte européenne qui s'inscrit après la COP21, le Green Deal, qui cherche effectivement justement à améliorer l'ensemble des entreprises sur ce plan durabilité. Donc, plus généralement, oui, Elga, c'était bon, c'était la suivante. Plus généralement, Antoine, à toi de dire quel est le périmètre de notre CSRD. Merci Maud. Donc effectivement, donc là on rentre un petit peu plus dans le détail du dispositif. Donc la CSRD, voilà, il faut bien que vous ayez en tête cet acronyme, on va en parler beaucoup. Donc va imposer, donc, alors avant on parlait beaucoup des grandes entreprises pour l'ancien référentiel, donc ce référentiel va viser beaucoup plus large maintenant. Donc il va imposer, donc on va voir à quelle entreprise, aux moyennes et grandes entreprises, de publier des rapports financiers qui tiennent compte des critères ESG. Donc elle va remplacer l'ancienne norme NFRD. Donc l'objectif de la CSRD, donc, c'est comme je disais précédemment, c'est d'avoir un cadre structurant et exigeant pour le reporting de durabilité de tous les pays de l'Union européenne, donc pour avoir un cadre commun, des règles communes de comparaison et de fiabilité de l'information, donc permettre une meilleure comparaison et consacrer donc le principe de double matérialité. On va en parler un petit peu plus en détail après. Donc au niveau du périmètre, donc, vous allez voir, c'est cible des entreprises qui sont quand même de taille plus petite, on va dire. Entités dépassant 2 des 3 seuils, donc conso ou sociaux, 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de total bilan et 250 salariés. Donc on arrive quand même à des entreprises, on vise beaucoup plus large. Et d'ailleurs, l'objectif de la CSRD, c'est de multiplier ça va multiplier par 4 le nombre d'entreprises qui devront
conformer à cette directive, on va passer de 11 000 à un peu plus de 50 000, donc c'est quand même assez significatif. Il y aura également donc, toutes les entreprises cotées sur des marchés réglementés européens et des sociétés non européennes avec des revenus supérieurs à 150 millions en Union européenne et une filiale cotée ou générant supérieur à 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous allez voir, dans quelques slides suivantes, on a une frise chronologique qui va indiquer par rapport à ces différentes structures quelles sont les dates d'entrée pour elles des obligations de CSRD. On vous a remis, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit calendrier historique des normes. Bon, on ne va pas repartir à ce qui est déjà fait, mais situons-nous, on va dire, en 2022, décembre 2022. Donc, le texte de la CSRD a été adopté. En juillet 2023, il a été adopté par l'adoption par la Commission européenne du premier jeu de normes. Et d'ici la fin de l'année, donc, on aura une transposition de la CSRD dans le droit français. Donc là, on est vraiment dedans. Et donc, tous les différents jeux de normes vont être adoptés entre 2024 et tout début 2025. Donc là, voilà, c'est vraiment du concret. Les critères des entités éligibles sont dedans. Et là, ce qui n'est pas marqué dans le slide, mais ce que disait Maud précédemment, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent ne pas dépasser notamment les seuils 40 millions, etc., mais qui auront peut-être l'obligation, dans le cadre de travailler avec des groupes importants, de rentrer dans ce jeu de normes. Voilà. Alors, la réglementation, les organes réglementaires, on va dire, qui sont, bon, on va dire, triples, hein. On a la partie américaine, hein, dont concepteur est la SEC, qui a commencé à publier des éléments en novembre 2022. Il faut faire attention, vraiment le point d'attention et le point de divergence entre nos confrères US, hein, et nous-mêmes en Europe, en fait, c'est que les US GAAP et nos confrères US sont restés en simple matérialité, alors que chez nous, nous sommes en double matérialité. C'est véritablement la divergence notable. En Europe, en fait, le sujet a vraiment été pris à bras-le-corps à l'origine par les FRAG, et d'ailleurs, la CSRD et les normes publiées par la CSRD que l'on appelle et que vous allez, c'est aussi un nouvel acronyme qui va devenir vraiment banal pour vous, qui sont les ESRS, sont à l'initiative de l'EFRAG, donc européenne. Et à l'intersection des US et de l'EFRAG Europe, eh ben, on a l'ISSB qui est, je vais dire, l'organe extra-financier de notre normalisateur comptable, l'IASB, qui aussi est en train de publier ces normes, qui a déjà publié une norme générale, qui a publié aussi une norme spécifique, donc elles sont en pleine discussion. Alors, les normes de l'ISSB et les normes de l'IFRAG ne sont pas en contradiction, mais effectivement, il y a des petites différences à la marge, et les entreprises qui publient leurs comptes consolidés en normes IFRS deviendront de plus en plus familiers de ces petites divergences à la marge. Il faut savoir qu'elles existent et qu'elles existeront toujours. Voilà. Elga. Alors, pour revenir un petit peu sur le calendrier. Hein. Oui. Alors, comme Antoine vous a présenté un petit peu les entreprises qui allaient être concernées par les obligations de reporting, et en fait, tout le monde ne va pas être concerné en même temps. On a un champ d'application de la CSRD qui va augmenter petit à petit, fort heureusement, j'ai envie de dire, pour les structures qui ne sont pas encore rompues à cet exercice de reporting. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un premier groupe d'entreprises qui vont être concernées dès le reporting 2024 pour une publication en 2025. Il s'agit des entreprises qui sont déjà concernées par les obligations de reporting qui avaient été données par la NFRD. Donc, la transposition en France a été l'obligation de publication d'une déclaration de performance extra-financière. Ces structures-là, ce sont les entités d'intérêt public, donc sociétés cotées notamment, mais aussi établissements de crédit et sociétés d'assurance, qui vont dépasser en moyenne sur l'exercice 500 salariés, 20 millions de total bilan ou 40 millions de chiffre d'affaires. Celles-là, elles sont déjà assez habituées
à l'exercice de reporting puisqu'elles publient déjà une déclaration et elles vont donc devoir adapter leur publication pour tenir compte des exigences de la CSRD. À partir de 2026, sur données 2025, on a donc des nouveaux entrants, des personnes qui n'avaient pas encore actuellement d'obligation de reporting, qui vont devoir se conformer à ces obligations données par la CSRD. Ce sont d'abord les entreprises, les grandes entreprises européennes, toutes les entreprises, qui vont dépasser 2 des 3 seuils suivants. 250 collaborateurs, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions de total bilan. En 2027, on arrive aux PME qui sont cotées, à l'exclusion des micro-entreprises, donc celles qui vont aller en dessous de 10 salariés. Et en 2029, on arrive sur les entreprises non européennes qui vont donc générer un chiffre d'affaires significatif et avoir une succursale, une filiale significative. Sur ces 2 premiers groupes, le référentiel est obligatoire, ce sont les standards européens de reporting de durabilité qui sont actuellement en cours d'élaboration au sein de la Commission européenne. Pour les PME cotées, on va avoir des normes simplifiées pendant 3 ans, en tout cas la possibilité de se référer à des normes simplifiées. Et sur les entreprises non européennes, elles auront la possibilité de reporter selon des normes qui seront jugées équivalentes aux USRS. Pour l'instant, on n'a pas encore la définition de ce que voudra dire équivalent. Et le reporting, c'est important, sera fait au niveau de la société qui va consolider, de manière générale. En termes de volume, vous avez les chiffres en dessous. Actuellement, on a environ 11 000 entreprises en Europe qui reportent sur les sujets ESG. Avec la CSRD, on a un périmètre qui s'élargit considérablement, puisqu'on arrive à 50 000 entreprises environ qui vont être directement concernées par ces obligations. Et comme l'ont dit Antoine et Maud, ces entreprises-là sont directement concernées, mais on va aussi avoir un effet de levier et un effet rebond sur la chaîne de valeur de ces entreprises-là, qui vont du coup demander des informations à leurs fournisseurs, qui vont demander des informations à d'autres acteurs de leur chaîne de valeur, et donc qui vont aussi les amener à se saisir de ces sujets de reporting. Alors, il faut voir, ils ne vont pas, et s'ils sont déjà concernés, les entreprises qui travaillent avec les grands groupes qui aujourd'hui publient une DPEF et qui sont donc dans ce format, je vais demain publier selon les normes de la CSRD, au moment des appels d'offres, les entreprises ont déjà des exigences de reporting. Donc, en fait, dès l'instant où vous voulez travailler avec les entreprises de grande taille, eh ben, vous serez sensibilisé à ces enjeux de reporting extra-financier. Tout à fait. Donc, en fait, on va avoir un périmètre d'influence qui va largement dépasser le périmètre d'application de la CSRD. Les sujets sur lesquels les entreprises devront reporter quand on parle de CSRD, ils sont donc définis dans ce qu'on a appelé les ESRS. ESRS, c'est l'acronyme de European Sustainability Reporting Standards. Et on va avoir plusieurs sets de SRS. Et on a aujourd'hui un premier set qui est bien avancé, puisqu'il a été ouvert à une consultation par la Commission européenne et qu'on attend une publication définitive normalement pour la fin du mois de juillet. Elle est prévue pour le 28 juillet. Donc, vous voyez qu'on est vraiment en plein dedans. C'est vraiment un sujet d'actualité. Et donc, ces ESRS définissent les principaux sujets sur lesquels les entreprises devront communiquer. La manière dont elles sont structurées, c'est qu'on a 12 standards, 12 ESRS, dont 2 qui vont être des normes transverses, qui vont donner du coup les principes généraux du reporting et des éléments sur la manière de communiquer, par exemple sur la composition de la gouvernance, sur la structure du modèle d'affaires de l'entreprise, etc. Et ensuite, nous avons des normes, des standards qui sont thématiques, répartis selon 3 piliers, un pilier environnement, social, gouvernance, ESG. C'est pour ça qu'on a une cohérence entre ces normes-là et entre les termes qu'on utilise aujourd'hui. Sur l'environnement, on va parler de changement climatique, aussi bien sur le sujet adaptation que le sujet atténuation. On va parler de pollution des eaux, des sols, de l'air, utilisation de l'eau et préservation des ressources marines. On va avoir un enjeu sur la biodiversité et les écosystèmes et l'utilisation des ressources, l'économie circulaire.
Sur le sujet social, les ESRS vont nous demander d'aller regarder ce qui se passe au sein de l'entreprise, sur les travailleurs, les employés, les collaborateurs de la structure, mais aussi en dehors, avec un enjeu sur les travailleurs au sein de la chaîne de valeur, notamment fournisseurs, sous-traitants, les communautés affectées, notamment pour les structures qui sont implantées dans des zones sensibles. Comment est-ce que l'implantation d'entreprise va aller affecter les populations riveraines et les consommateurs et les utilisateurs. Et le pilier gouvernance, on a une norme qui s'appelle conduite des affaires, dans laquelle on va notamment regarder les enjeux de vigilance, les enjeux sur la prévention de la corruption, etc. À chaque fois, dans ces normes, on va avoir un certain nombre de sujets sur lesquels les entreprises devront reporter de l'information, qui sont appelés des DR. Donc là, on n'a pas explicité l'acronyme, mais DR, ça veut dire Disclosure Requirements, obligation de publication. Et au sein de chaque DR, on va avoir des data points, donc des informations qualitatives ou quantitatives que les entreprises devront publier. Donc voilà, ça c'est vraiment les sujets sur lesquels les acteurs devront reporter. Et de manière plus générale, la CSRD va venir compléter, cibler le périmètre de reporting de durabilité qui aujourd'hui, avec la NFRD, était laissé encore relativement libre, ou en tout cas était beaucoup plus flexible. Donc là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus structuré. Et en fait, on va avoir 3 niveaux de reporting qui seront demandés aux entreprises. Des informations qui seront demandées à tout le monde, tout secteur confondu. On demandera de publier, par exemple, ses émissions de gaz à effet de serre. On va avoir des informations qui sont demandées pour des entreprises de certains secteurs et des informations que l'entreprise publiera parce qu'elle estime qu'elles sont nécessaires pour comprendre sa propre activité, pour comprendre son historique. Les sujets environnement, social, gouvernance, ce sont ceux qu'on vient de balayer ensemble. On va ensuite demander aux entreprises de reporter selon 4 dimensions les éléments qu'elles mettent en œuvre. On va leur demander des informations sur la gouvernance, la manière dont leur gouvernance est structurée sur ces différents sujets, les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour agir sur ces sujets, la manière dont elles vont gérer les impacts, les risques, les opportunités qui sont liés au sujet ESG, et enfin, de publier des mesures, des objectifs sur l'ensemble de ces sujets. Et tout ça, il faudra le faire en double matérialité. Alors, la double matérialité, on va revenir dessus tout de suite. C'est un terme qu'on a déjà évoqué, mais ça vaut le coup de s'attarder un petit peu dessus. La double matérialité, ça fait référence à une nouvelle méthode, un nouveau concept qu'on propose, qu'on impose même aux entreprises pour identifier les sujets ESG qui vont être pertinents et donc les sujets ESG sur lesquels elles devront reporter. L'idée, c'est de dire qu'entre une entreprise et les facteurs de durabilité, le climat, les travailleurs, les conditions de travail pour les fournisseurs, on va avoir une relation dans les deux sens. On va d'un côté avoir des facteurs de durabilité qui vont pouvoir impacter l'entreprise et de l'autre côté, l'entreprise qui va aller impacter les facteurs de durabilité. Et la double matérialité, ça veut dire qu'on va demander aux entreprises d'analyser les enjeux ESG au regard de cette double relation. Si on prend un exemple, on peut par exemple regarder la question de l'atténuation du changement climatique. Si on le regarde sur la partie matérialité financière, donc la manière dont justement ce sujet-là, le climat, va impacter l'entreprise, eh bien ça peut représenter un risque puisque le changement climatique peut dire que certaines structures ne vont plus être utilisables par l'entreprise, ou alors peut-être une opportunité. Peut-être qu'il y a une offre de service bas carbone qui est développée par l'entreprise et donc qui peut représenter un gain de chiffre d'affaires. Et dans l'autre sens, l'entreprise va aller impacter ce facteur de durabilité, notamment par la quantité de gaz à effet de serre qu'elle va émettre. Donc c'est vraiment important, puisque jusqu'ici, on n'avait pas de définition aussi précise de la manière dont il fallait identifier les sujets ESG. Et là, cette méthode nous dit qu'un sujet qui va être pertinent pour une entreprise, qui va être matériel d'un point de vue financier ou d'un point de vue d'impact, devra être inclus dans le reporting de durabilité.
J'ai parlé auparavant de Disclosure Requirements, j'ai parlé des standards, et je vous ai dit que dans ces standards, on avait un certain nombre de points de données, de data points, qui allaient être demandés aux entreprises. On vous a mis ici quelques exemples de données, d'indicateurs, qui vont être demandés de manière plus ou moins facultative aux entreprises, pour que vous voyez un petit peu la diversité et l'étendue des sujets qui vont être inclus dans la CSRD et dans les ESRS. Dans les sujets sur lesquels on peut demander des informations, vous avez par exemple les émissions brutes de gaz à effet de serre de scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes de l'entreprise, notamment liées à sa chaîne de valeur. On va aussi demander aux entreprises de publier leur consommation d'énergie, avec une ventilation selon la source de l'énergie. On va leur demander d'avoir des informations financières, avec par exemple la valeur comptable des actifs immobiliers par classe d'efficacité énergétique. Le montant des actifs qui présentent un risque physique important, c'est-à-dire qu'ils vont être soumis à des risques notamment à cause du changement climatique. Tout ça, ce sont des éléments plutôt sur la partie environnement. Sur la partie sociale, vous avez ici des exemples, par exemple le nombre moyen d'heures de formation par personne ou le pourcentage de femmes dans les membres des organes d'administration. Ça d'ailleurs, ce qui est plutôt dans le pilier gouvernance. Et après, sur ce pilier gouvernance, on a aussi par exemple une obligation de publier la valeur des contributions financières de lobbying qui sont du coup engagées par l'entreprise, ou encore le délai moyen de paiement. Donc vous voyez qu'on va couvrir des sujets très divers. On va avoir des informations qui vont être assez précises, avec des attentes très ciblées sur les informations à publier, ce qui était moins le cas. Les enjeux et la manière dont ça va venir un petit peu challenger les structures, c'est que ce sont des données qui sont très hétérogènes. Donc, on a besoin de connaissances assez spécifiques. Voilà, ici, vous voyez que le terme qu'on a utilisé peut être un peu jargonneux. Émission brute de GES de scope 3, si on ne sait pas exactement ce que c'est, il faut pouvoir le déchiffrer. Donc, on va avoir un vrai besoin de monter en compétences. On va avoir besoin de solliciter l'information auprès de différentes parties prenantes, aussi bien en externe qu'en interne, avec des informations à collecter, par exemple, auprès des directions des achats, des directions des finances, des directions des ressources humaines. Tout ça, ça nous amène à dire que ce sont des données très décentralisées et donc on va avoir besoin d'outils qui vont nous permettre d'avoir une fiabilité, une rigueur dans la collecte d'informations et donc une consolidation qui soit fiable pour qu'on puisse après publier la donnée sur le périmètre consolidé. Et des objectifs, puisque parmi les indicateurs, là je ne vous l'ai pas mis, mais certains vont concerner des objectifs, par exemple des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous vous doutez bien qu'on n'est plus seulement sur un enjeu de reporting, on est aussi sur un enjeu réellement stratégique. Qui est-ce qui est habilité à fixer ces objectifs? Qui est-ce qui détermine l'ambition, le niveau d'importance qu'on va donner et donc les moyens qu'on va accorder aussi à ces sujets-là? Et là, on se rend compte qu'on a vraiment besoin de mettre dans la boucle la gouvernance de l'entreprise puisque ce sont des sujets très stratégiques. Merci Elga. Donc tout ça fait que pour arriver à ces rapports de durabilité, il va falloir aussi se repenser aussi au niveau des entreprises du contrôle interne et externe également pour ces rapports de durabilité. Donc il va y avoir en 4 piliers. Au niveau des responsabilités, on va avoir une responsabilité qui va être encore accrue du comité d'audit et de la gouvernance sur les informations de durabilité de l'entreprise. Notamment, qu'est-ce qui aurait été fixé comme objectif, comme critère à atteindre, quels moyens on sera donné pour y parvenir. L'audit interne, bien sûr, va être impacté, nécessaire pour savoir si le contrôle interne est bien réalisé, si les risques sont bien gérés en termes de durabilité et d'objectifs fixés. On aura également, ça c'est plus, qui va concerner un peu notre partie, c'est l'audit externe, du reporting de durabilité avec un passage de l'assurance modérée à l'assurance raisonnable à l'horizon 2028. Et tous ces rapports vont faire l'objet de certification pour, pilier suivant, une publication, donc une transparence sur les composants des dispositifs de contrôle interne et sur les informations de durabilité. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est qu'il y ait une communication
sur ces rapports, et que les tiers aient connaissance et puissent pouvoir correctement interpréter les données de l'entreprise. Alors clairement, cette partie audit externe, donc les professionnels sont en train de s'organiser pour. Donc vous connaissiez jusqu'à présent les OTI. Les OTI disparaissent, ils s'appellent maintenant les PSAI, prestataires de services d'assurance, je ne me rappelle plus le I. Mais le contrôle de l'information extra-financière pourra être aussi réalisé par des commissaires aux comptes, soit votre commissaire aux comptes actuel, soit un autre commissaire aux comptes que votre commissaire aux comptes actuel. En tout état de cause, ces PSAI et ces commissaires aux comptes seront tous en fait dépendants d'une autorité de contrôle qui va être le H2A, c'est la haute autorité d'audit. H2H, enfin, l'organisme est en train, le nom d'organisme est en train d'être créé. Donc, en tout cas, maintenant, vous pouvez conserver votre ancienne OTI devenue PSAI, confier la validation de cette information à votre commissaire aux comptes, à un autre commissaire aux comptes, ou alors voir aux experts comptables qui, de toute façon, deviendront aussi PSAI, si tant est que tous ces professionnels en charge de l'audit externe devront avoir suivi des formations adaptées. On ne s'improvisera pas contrôleur de votre information extra-financière. Alors, donc, je veux commenter non, rapidement vas-y. celui-ci. Oui. Donc, au niveau de la communication, donc, il y avait jusqu'à présent, vous connaissiez tous votre rapport de gestion. Donc là, vous allez avoir un rapport de durabilité. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, c'est sur les modes de format de communication, mais c'est quand même assez normé. Vous aurez une publication d'un rapport de gestion sous un format électronique unique européen et avec un système de balisage de l'information de durabilité obligatoire. L'objectif de cette communication, c'est que tout le monde ait accès à l'information par les investisseurs et les parties prenantes. La transparence et la comparabilité des informations entre les entreprises, avec pour tout le monde un format unique de communication. Donc on arrive vraiment, c'est ce que je disais au départ, hein, à un processus de normalisation, d'homogénéisation, pour que tout le monde joue avec les mêmes règles. Voilà. Donc, le rôle de l'ICI autour de cette nouvelle réglementation. Donc, pour vous qui publiez déjà une DPEF, la CSRD, ce sont des nouvelles normes à s'approprier, mais vous avez déjà une politique de mise en place de la RSE au sein de votre entreprise. Vous êtes déjà sensibilisé à la collecte de l'information, à la publication de l'information. Ce sera une petite marche à franchir. Pour celles qui, jusqu'à présent, n'établissaient pas de DPEF, n'avaient pas forcément de politique RSE, je dirais canaliser, encadrer. Ce n'est pas parce qu'on a une volonté d'avoir une entreprise durable que l'on a mis en place effectivement tous les moyens de reporter toutes les actions que l'on a. Qui, en plus de ça, n'êtes pas habitué à la publication de votre information financière sous format électronique, le fameux format ESEF que vient de citer Antoine, la marche sera un peu plus grande. Et que dire de l'ensemble de nos petites entreprises qui, dès demain, vont devoir, à la demande de leurs parties prenantes, publier qui du bilan carbone, qui de telle ou telle information sur sa gouvernance. Aujourd'hui aussi, on voit des informations sur son impact. Donc, véritablement, on est tous concernés par cette CSRD à différentes étapes. Donc, au sein de l'ICI, on a souhaité en fait regrouper des professionnels concernés dans un groupe de travail
Les participants de notre groupe de travail, on souhaite concerner les directions financières des ETI, ainsi que leurs parties prenantes, mais aussi les commissaires aux comptes et les experts comptables, qui vont à un moment donné devoir valider de l'information, et aussi les professionnels du M&A. On n'envisage pas d'opération de croissance externe sans qu'à un moment donné, les due diligence ne se contentent pas à la due deal financière, mais ouvrent sur une due deal extra-financière. Les enjeux de notre groupe de travail, c'est véritablement avoir une veille active sur cette CSRD, à moins que d'ores et déjà vous lisiez tous les matins les publications de l'UE. Il faut organiser justement la captation de cette information. Il faut réussir à faire émerger les bonnes pratiques, oserais-je dire les bons tuyaux d'entreprise à entreprise, de favoriser un partage d'expérience. C'est vraiment la force du groupe que d'avoir véritablement des bonnes pratiques. Et réussir à vraiment motiver les entreprises non concernées par cette réglementation initiale du bien fondé de rentrer véritablement dans cette publication d'informations extra-financières. Donc, ce groupe de travail, suite à cette réunion, on souhaite le créer. On fera une réunion initiale pour présenter les enjeux, pour voir ce que chacun des membres du groupe attend du groupe et chacun des membres du groupe présenter la contribution potentielle. Tout le monde ne va pas toucher toutes les normes. Certains auront plus d'appétence sur une norme, d'autres sur une autre. Et on souhaite, en dehors du travail de sous-comité sujet par sujet, se réunir en présentiel trimestriellement pour véritablement ce partage d'expérience. Donc, si vous êtes intéressé par le groupe, n'hésitez pas à intervenir auprès de moi, auprès d'Elga et auprès d'Antoine. Aujourd'hui, en fait, on représente toutes les professions, c'est-à-dire les commissaires aux comptes, les évaluateurs qui sont concernés par la fiabilité de cette information extra-financière, et puis du côté de Goodwill Management, le conseil, véritablement cette branche conseil en RSE en mise en place de ces directives. Et une fois que l'on aura constitué ce groupe de travail, on choisira notre première date de réunion pour se présenter les uns les autres et puis pour œuvrer. Voilà, donc vous avez nos coordonnées sur le slide suivant qui vous sera envoyé par Émilie si vous souhaitez intervenir. Je vous promets, on va surveiller nos spams. Merci beaucoup, Maude. Et peut-être un dernier élément à partager avec vous avant de passer aux sessions de questions-réponses. C'est parfait, il nous reste 15 minutes. On va pouvoir échanger. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de creuser un petit peu les enjeux sur la CSRD, nous avons en ce moment au sein de Goodwill et plus particulièrement au sein de Baker Tilly, qui est la société mère de Goodwill, une enquête en cours sur la CSRD. Êtes-vous prêt sur la CSRD? Êtes-vous prêt pour ces nouvelles obligations de reporting ESG? C'est une enquête qui prend environ 10 minutes, qui est principalement adressée aux entreprises qui pourraient être éligibles à la CSRD et qui permet vraiment d'évaluer sa maturité et de balayer l'ensemble des éléments sur lesquels la CSRD va avoir un impact sur les entreprises, la gouvernance, l'analyse des risques, le système de reporting, etc. Nous sommes en ce moment à l'écoute de vos retours et nous sommes très preneurs de votre participation, de vos relais sur cette enquête-là. Donc, vous aurez le lien. N'hésitez pas à la faire tourner, à y répondre, à la diffuser à certaines de votre connaissances. C'est parfait. Je pense qu'on peut passer aux questions. Alors, merci. Je vois que vous avez publié des questions au fur et à mesure dans l'onglet Conversation. Donc, on peut peut-être commencer par prendre celles qui ont été écrites. Et puis après, on ouvrira éventuellement les micros si certains ont des réclamations, des choses qui n'étaient pas claires ou d'autres éléments à creuser. Alors, je vous propose, je vais prendre celles qui me concernent. On peut les prendre dans l'ordre chronologique. Alors, la différence entre un objectif et une ambition. Moi, Thomas, la différence que je vois, c'est qu'un objectif, ça peut être vraiment l'élément chiffré.
Il faut que nous réduisions de 25% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à une donnée de référence de 2019. L'ambition, ça va être un petit peu plus large, puisqu'on va aussi avoir, par exemple, les moyens. Voilà comment est-ce qu'on a envie d'aller jusque-là, voilà la place qu'on va accorder. Donc, voilà un petit peu la différence que je fais. Alors, Alexandre, c'est bien l'analyse de matérialité qui donne une partie des data points à fournir. Tout à fait. L'idée, c'est que l'ensemble des ESRS et même des DR devraient être soumis au crible de l'analyse de double matérialité. Oui, Maud, allez-y. Non, je suis d'accord avec vous. Il n'y en a qu'une qui ne soit pas soumise à cette analyse, qui est c'est les transversales, qui est obligatoire. C'est la seule qui soit obligatoire, quel que soit le cas. Et qui en fait, la toute première transversale, le SRS 1, elle est assimilable au cadre conceptuel des normes internationales. Donc, c'est pour ça qu'elle ne rentre pas dans ce caractère significatif. Toutes les autres sont soumises effectivement à cette analyse. Et l'intérêt du coup de l'analyse de double matérialité, ce sera de pouvoir dire que tel ou tel sujet n'est pas matériel, parce qu'il n'est ni matériel sur le plan financier, ni matériel sur le plan de l'impact, et donc qu'on n'attend pas obligatoirement d'informations de l'entreprise sur ce sujet-là. D'où l'importance, vous voyez, de cet exercice de double matérialité. En externe, jusqu'à quel niveau de la chaîne d'approvisionnement faut-il descendre pour récupérer des données? C'est une bonne question. L'élément sur lequel les entreprises ont demandé le plus d'informations à leurs sous-traitants fournisseurs, donc dans leur chaîne de valeur, ça va être notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, Ouais. avec un périmètre qui va se rapprocher de ce qu'on a aujourd'hui quand il s'agit de calculer les émissions de Scope 3. Donc, par exemple, ce sera demander aux fournisseurs, aux sous-traitants, des informations sur les moyens de transport qui sont utilisés pour la livraison, sur le poids des éléments, sur leur composition. Juste pour préciser ma question, il y a certains acteurs, tout petits acteurs, qui ne seront pas forcément en capacité de fournir de l'information. Est-ce qu'on est censé, dans le cadre de la CSRD, je ne sais pas, toucher un pareto d'acteurs ou demander à tout le monde? Est-ce qu'il y a des... Enfin, encore une fois, il y a des choses qu'on va demander à notre supply chain où ils ne seront pas en capacité de fournir. Est-ce qu'on a des contraintes là-dessus? De manière générale, vous allez toujours avoir un principe de réalisme, qui est que certaines informations ne seront jamais accessibles. Et vous avez, comme ce qu'on a aujourd'hui dans les bilans d'émissions de gaz à effet de serre, toujours la possibilité de dire que certaines informations sont trop compliquées à aller chercher, sont inaccessibles, ne sont pas disponibles. Donc, on a toujours un petit peu cette facilité-là. Après, à l'entreprise de montrer aussi qu'elle a fait les démarches qui étaient raisonnables, qui étaient pertinentes pour aller chercher l'information qu'on lui a demandé d'aller chercher. C'est une réponse un petit peu de Normand, je suis désolée. On aura normalement, d'ici la fin de l'été, les instructions de l'EFRAG sur justement la collecte d'informations au sein de la chaîne de valeur, qui devrait permettre un petit peu de préciser ça, préciser les enjeux, les informations à aller chercher. Est-ce qu'on a peut-être des grosses mailles à donner en termes d'ordre de grandeur sur auprès de combien de fournisseurs, quel pourcentage d'achats il faut qu'on aille chercher la donnée? Pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. Mais c'est un vrai sujet, notamment sur ce fameux bilan carbone où, à minima, aujourd'hui, toutes les parties prenantes, enfin, tous les acteurs demandent à leurs parties prenantes ce bilan carbone et il faudrait réussir vraiment à mobiliser toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pour, à minima, rentrer dans ce schéma de bilan carbone. On ne peut pas leur demander de faire tous les data points, mais au moins ce bilan carbone, on s'aperçoit qu'il est systématiquement demandé. Alors, question suivante, on avait une question sur les définitions d'assurance modérée et raisonnable. Est-ce que Maud, Antoine, je vous laisse la main.
Je dois avouer que je n'ai pas lu la dernière. Il y a un tout dernier avis technique qui a été publié vendredi dernier par le H3C, justement sur ce niveau d'assurance raisonnable et modéré. Oui, effectivement, je te rejoins, Maud. J'ai pas encore eu le temps de bien me plonger dans le différentiel, mais il faut avoir en tête, c'est dans le cadre de l'audit externe et de la certification des informations. Ça va être un petit peu comme, pour reprendre une norme d'expertise comptable, vous avez la présentation, l'examen limité, l'audit, vous voyez, ça sera différents niveaux de précision dans les travaux qui auront été faits dans l'audit de ces informations. On aura un peu plus. Pour l'instant, ça reste encore. C'est pas flou, mais c'est en train d'être précisé. Mais voilà, ça sera deux degrés de qualité de certification. En fait, on a nos autorités de contrôle bougent tous les jours en ce moment, donc on doit. Le temps de passer une autre question, j'aurai la réponse parce que j'ai l'avis sous les yeux. Donc, passez une autre question et je reviens vers vous. Mais voyez, on est quand même là, on a horizon 2028 sur cette nuance d'assurance. Donc, bon, d'ici là, ça va bouger 10 fois encore. Alors, Anne-Marie, le lien entre indicateur de résultats économiques, social et environnemental d'un label RSE et la CSRD. Effectivement, est-ce qu'une entreprise labellisée a un temps d'avance? La petite nuance, bien sûr, à avoir en tête, c'est que tout va dépendre de quel label RSE on parle, puisqu'on a un certain nombre. Ceci dit, moi, ce que je dirais, c'est que généralement, les labels permettent d'avoir une politique RSE, une politique ESG assez exhaustive. Généralement, ça permet aussi d'avoir une première analyse de matérialité, d'avoir un reporting plus ou moins poussé, puisqu'on n'a généralement pas d'indicateurs obligatoires. Et ça permet aussi d'avoir déjà un système interne à l'entreprise qui est capable de se fixer des ambitions, de les mettre en œuvre. Donc, sur tous ces points, moi, je pense qu'effectivement, l'entreprise labellisée RSE a un temps d'avance parce qu'elle a une politique qui est déjà plus englobante sur les sujets ESG qu'une entreprise qui n'est pas labellisée, parce qu'elle a l'habitude de mettre en place des indicateurs, de suivre des données, de fixer des ambitions. Là où ce temps d'avance peut être limité, c'est que généralement, les labels RSE ne vont pas avoir de liste très ciblée d'indicateurs, ou alors que la liste d'indicateurs ne va pas correspondre exactement au périmètre de la CSRD. Et donc, sur cette partie-là, un petit peu reporting, sur la partie matérialité, on ne va pas tout à fait être dans le même champ. Ceci dit, voilà, moi je pense qu'entre une entreprise labellisée qui est déjà engagée sur les sujets RSE, qui fait déjà des choses, et une entreprise qui ne s'en est pas du tout saisie, bien sûr, il va y avoir un monde, il va y avoir beaucoup de facilité si on a déjà mis en place ce genre de système. Il me semble qu'il y avait une limite à la transparence sur le caractère stratégique confidentiel. Effectivement, il y a des petites pirouettes qui ont été proposées dans les ESRS en disant que naturellement, on n'attendait pas des entreprises qu'elles divulguent des informations à caractère stratégique qui devraient donc être laissées confidentielles. Sur le périmètre couvert et la question maintenant, ça va être le périmètre couvert par justement ce genre d'informations et surtout le pouvoir de l'auditeur à dire bah non, cette information-là n'a pas vocation à être confidentielle ou alors vous devriez la publier. Donc sur ça, pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. Alors, je suis désolée. Alors, question à 9h19. La CSRD définit-elle le processus pour réaliser l'analyse de double matérialité? Cette analyse reste-t-elle principalement qualitative? On a un certain nombre d'éléments qui sont définis dans les ESRS. Donc, on n'est pas dans la directive, dans la CSRD, mais plutôt dans les standards. Les éléments, s'ils vous intéressent, ils ne sont pas si compliqués à comprendre. Vous les trouverez notamment dans les ESRS 1 et 2. Et en fait, on a un certain nombre de critères et d'indications qui nous sont donnés, notamment sur les critères qui permettent de dire qu'un élément va être matériel ou non. Par exemple, on va dire qu'il y a un impact. Hop, je retrouve ça. On va dire qu'un impact, on va devoir l'évaluer pour une entreprise en regardant la sévérité de cet impact et la probabilité de son occurrence. Et la sévérité, on nous dit, sévérité, ça va être
l'échelle, scale, ça va être la portée, le périmètre, le scope, et ça va être le caractère irrémédiable de l'impact. Donc, vous avez un certain nombre d'indicateurs techniques. Ce qui va être intéressant et ce sur quoi personnellement j'ai un petit peu d'attente, c'est un guide qui devrait être publié par l'EFRAG d'ici la fin de l'été sur la mise en œuvre un peu pratique de la double matérialité. Alors, question d'Andry. Qui va dispenser les formations adaptées pour habiliter les auditeurs? C'est une vraie question. Alors, on a très clairement, les programmes de formation devront être estampillés par le H2A, la Haute Autorité de l'Audit. Ils devront être agréés par le H2A. Après, les prestataires existants actuels, et notamment, je pense à Novetic qui fait des cursus, il y a déjà les prestataires habituels devraient en toute logique, être agréé par la H2A. Je croise les doigts parce qu'on a déjà quelques confrères qui se sont déjà formés et qui ne l'ont pas encore. Bien évidemment, la compagnie est en train de prévoir un cursus de formation et l'ordre va prévoir son cursus de formation. Ce qui est en train de se discuter et qui n'est toujours pas stabilisé, c'est pour les commissaires aux comptes l'exercice de la clause grand-père. C'est-à-dire que par définition, un commissaire aux comptes sera éligible à la validation des informations extra-financières en ayant suivi un parcours complémentaire à sa formation initiale. Donc là, ce sont le volume de formation qui est en train de se discuter. Et quant aux professionnels qui ne peuvent pas bénéficier de la clause grand-père, c'est-à-dire les futurs commissaires aux comptes qui vont arriver sur le marché en 2026-2027, ils devront avoir suivi, en plus de leur formation de commissaire aux comptes, une formation complémentaire qui sera un peu plus volumineuse. Ce qui est en train de se dire, c'est qu'on est entre 80 et 120 heures l'année, en plus de leur formation obligatoire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, rien n'est stabilisé, tout se discute, parce que les professionnels seront bientôt plus en formation que sur le terrain. Donc, il y a quelques remous en ce moment. Il faut être objectif, il y a quelques remous sur le volume de formation à suivre. Et je reviens sur ces notions d'assurance limitée et d'assurance raisonnable, puisque l'assurance limitée, je dirais que c'est le niveau 0 de l'assurance, enfin non, niveau 1, soyons raisonnables, où on réduit notre nombre d'éléments à examiner, ou alors on réduit nos procédures de mise en œuvre. Donc, c'est un premier niveau d'assurance. Un point de vigilance, c'est que actuellement, le H3C, qui va devenir le H2A, avertit tout de suite que aujourd'hui, la vérification pour 2025 sur les rapports 2024 serait dans le cadre de cette assurance limitée. L'avis technique vient de sortir, mais que compte tenu du développement progressif du marché, des informations et du public visé, cette assurance limitée pourrait devenir une assurance raisonnable. Donc même nous, professionnels, en tant que validation de l'information, on pourra peut-être à un moment donné être sollicité pour aller encore plus en avant dans la vérification de votre information extra-financière. Je vous propose de nous arrêter là. Il est 9h31. Nous vous transmettrons bien sûr la présentation et nous vous invitons à reprendre contact avec nous s'il y a des questions qui sont encore restées sans réponse. Ce sera avec grand plaisir. Et j'espère croiser certaines d'entre vous avec ce groupe de travail prochainement.